prenons tous de plus en plus conscience que lorsqu'on touche à la justice, eh bien c'est la démocratie et nos libertés qui s'en vont. Et ça, pour notre génération qui est issue des 30 Glorieuses, nous sommes en train de constater que les certitudes sur lesquelles nous étions fondés sur l'état de droit, eh bien tout doucement ces certitudes-là s'effondrent. Les statistiques sur la pauvreté, le chômage, tous ces fléaux sociaux que l'on connaît, et puis ce reportage terrifiant sur les baumettes qui est sorti la semaine dernière dans Le Monde et qui a été relayé par les médias, nous fait nous sentir mal à l'aise, qui n'est quand même pas un modèle de démocratie et qui ne s'est jamais targué d'être le pays des droits de l'homme. Donc tout ça nous pose problème et je vous dirais que le club de la presse s'honore d'avoir suscité ce débat. Et là, je parle de notre profession et c'est une appréciation personnelle d'un prédateur qui risquait de venir faire main basse sur le principal quotidien de la vie. Il paraît que le problème n'est pas réglé, mais il n'empêche que si on n'y est pas passé près, tant mieux si on n'y est passé près, mais la vigilance s'impose parce que là aussi, ça serait un peu plus de nos libertés. Avec ces journalistes qui traitent les affaires, comme Denis Trocero, mon voisin de droite, comme Frédéric Guilou et d'autres, qui obéissent dans leur déontologie de journaliste à ce que disait Albert Londres, notre métier n'est ni de plaire ni de déplaire, mais il est de mettre la plume dans la plaie. Et je félicite Denis d'avoir continué envers et contre tout, malgré toutes les pressions qui peuvent s'exercer, d'avoir mené jusqu'au bout. Vous avez demandé, je vois au fond de la salle, le bâtonnier Campana qui prendra ses fonctions le 1er janvier, d'organiser avec le club de la presse cette fin d'après-midi. Nous avons dit oui. Nous avons dit oui, et c'est d'ailleurs dans le cadre de la politique que j'ai voulu depuis 2 ans de cette maison d'avocats ouverte vers la ville, vers le monde, vers le sud, vers le monde de la culture. Et généralement, le monde de la culture et celui du milieu du droit et de la justice ce sont des mondes qui sont proches en réalité. Évidemment, nous ne doutions pas de ce qui allait arriver, de cette série de ces derniers jours, et évidemment du meurtre de notre consoeur Raymond Talbot. Je ne vais pas... Le drame qui a envoyé le barreau très récemment vient tout à fait illustrer la question qui nous rassemble. Marseille est-elle la ville la plus criminogène de France? Alors, on va échanger là-dessus, je crois qu'on aura des avis soit convergents, soit divergents, avec la difficulté de porter un jugement de valeur sur une situation qui peut être considérée sous tous les angles possibles, sociologiques, juridiques, criminologiques. Et donc certains diront que c'est une ville hors norme, d'autres diront que c'est une ville normale, avec des problèmes particuliers. Et c'est vrai qu'on peut bien vivre à Marseille. Je pense que vous le démontrez. Je pense que dans cette salle, il y a un certain nombre de personnes à qui il n'est jamais arrivé d'agression, jamais de problème particulier. Par rapport au sujet que nous devons traiter ce soir, est-ce que Marseille est la ville la plus criminogène? Et est-ce que la voyoucratie et la grande criminalité que l'on connaissait jadis étaient tout aussi violentes ou moins violentes que les voyous qui, malheureusement, sévissent aujourd'hui sur le parvis marseillais? Je rejoins M. le procureur de la République. Il ne faudrait pas non plus tomber dans une sorte de romantisme désuet sur la capacité qu'avait la voyoucratie locale à canaliser les phénomènes de violence. Ces faits de violence étaient particulièrement graves, particulièrement spectaculaires, et qu'ils ont marqué l'histoire de la criminalité sur Marseille. La différence toutefois que l'on peut noter, c'est qu'à l'époque où la délinquance et le crime finalement étaient le plus remarquable à Marseille, c'était une époque qui est marquée par une lutte qui s'inscrivait dans le cadre d'une guerre entre bandes rivales. Entre les voyous, c'est que jadis, et là Pauline, tu avais raison, jadis, lorsqu'on décidait de passer à l'acte dans le cadre d'un règlement de compte,
c'était une décision qui était mûrement réfléchie, qui était prise dans le cadre effectivement d'une décision à la suite d'un jugement de certains personnages représentant des équipes, et au-delà, il y avait et au-dessus le parrain. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On s'entretue pour tout et n'importe quoi. Et ce qui a faussé grandement, finalement, les rapports, c'est la drogue. La drogue, non seulement parce que la drogue, il y a beaucoup de gens qui, dans les cités, en vivent, mais parce que ces gens-là, non seulement en vendent, mais en prennent beaucoup et en consomment. Et ces jeunes, finalement, qui en consomment, ont le sentiment aussi de vivre parfois dans un monde virtuel comme dans le monde qu'ils connaissent, celui des jeux, alors que la vraie vie n'est pas là. Il y a eu aussi l'intrusion de nombreuses armes dans les cités à l'heure actuelle, des armes redoutables, avec justement ce que l'on a connu à la suite finalement de l'éclatement des pays de l'Est et l'introduction de toutes ces armes sur le marché local. On a des armes redoutables et ça c'est ô combien inquiétant. Et tout ceci a contribué à ce que cette violence que l'on connaît aujourd'hui, qui est peut-être plus spectaculaire au niveau du fait divers parce qu'elle touche des jeunes gens qui s'entretuent et qui malheureusement au-delà entretiennent des dommages collatéraux, c'est là la différence essentielle. La délinquance, c'est un phénomène de jeunes, de manière générale, c'est-à-dire que l'âge délinquant, c'est jusqu'à 30 ans à peu près. Après, la courbe, à part peut-être les vieux voyous, comme disait M. le procureur, qui vieillissent, moi j'en ai connu, la délinquance des jeunes, en tout cas de moins de 25 ans, ou plus précisément à exploiter un travail considérable qui avait été fait par l'université de Harvard sur la délinquance mondiale des jeunes de moins de 25 ans. Et dont on pose la question de la place réelle de la police dans notre société. Et il ne faut pas s'étonner après ça que le fossé se creuse de plus en plus entre la police et le public. Et ce qui est absolument regrettable, c'est de voir aujourd'hui encore, à la faveur de ces affaires navrantes que sont les affaires de Ripou, de la Ligue Nord notamment, on va se trouver aujourd'hui à condamner tout un groupe de personnes qui, chaque jour, prennent sur eux et risquent leur vie pour que vous, moi, nous puissions tranquillement rentrer chez nous. Oui, le regard du journaliste, c'est sans doute qu'effectivement, il y a un regard marseillais très prégnant et très particulier qui fait que les rédactions parisiennes, quand on parle de Marseille, sont très intéressées. Il y a un confrère de Libération, Olivier Bertrand, qui me racontait il y a quelques mois qu'étant en poste à Lyon, quand il avait un sujet, il téléphonait à sa rédaction parisienne, on lui disait ouais, Coco, tu me fais 2 colonnes. Depuis qu'il est en poste à Marseille, depuis 1 an et demi, dès qu'il appelle sa rédaction parisienne, c'est systématiquement tu me fais une page. Alors après, il y a aussi, il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes à Marseille, qu'il y a beaucoup de remontées médiatiques vers la capitale, comme on dit, mais il y a quand même une forte propension de Marseille à l'innovation dans le crime. Quand vous avez, comme le disait fort justement tout à l'heure le procureur M. Dallest, quand vous avez un jour un avocat qui se fait assassiner dans son cabinet, que le lendemain vous avez un chauffeur de car qui retire 3 sous dans une banque, qui va boire son café tranquillement et qui se fait arracher sa sacoche, qui se prend 2 balles dans la peau, que le surlendemain vous avez un règlement de compte, vous avez une espèce de palette de la délinquance et de la violence à la marseillaise qui fait quand même froid dans le dos. Et ça, je suis tenté de dire que ça a existé très tôt. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de raconter dans mon bouquin, au-delà du clin d'œil, Pauline, que tu m'évoquais tout à l'heure au téléphone. Parce que le clin d'œil de mon bouquin, c'est de dire qu'il y a 27 000 ans, on retrouve pour la première fois l'empreinte de l'homme tué, parce que c'est comme ça que les archéologues l'appellent, l'homme tué avec deux sabliers dans le dos. Et les archéologues vont dire que le hors de chasse, là, n'est pas possible. Donc, on n'est pas sur un accident de chasse. Donc, j'ironise dans mon bouquin en disant qu'on a su tuer très tôt et plutôt bien à Marseille, que ce soit avec un silex, avec un couteau ou avec une arme à feu, aujourd'hui avec une kalachnikov.
voilà, toute cette palette différente de faits de délinquance qui pose question et qui nous amène à nous interroger, nous journalistes, sur le regard qu'on peut poser sur cette ville. Et chaque jour qui passe, on se dit mais qu'est-ce que cette ville va imaginer de nouveau dans le crime? Parce que quand même, on a été la capitale de la French Connection, et que depuis, avec les gros bonnets de la drogue et tout ce qui s'est passé sur le trafic international de drogue, ça a un peu quand même terminé notre ville depuis pas mal de décennies. Jean, je te passe la parole. Oui, non, juste un mot pour cette espèce d'hypocrisie qu'il y a en permanence quand on parle de la presse qui surmédiatise ou pas. Il faut savoir ce que c'est un journal. Un journal ne se fait pas de l'air du temps. Dans les pays totalitaires, lorsque c'est le moment de la moisson, on met une moissonneuse-batteuse à la une du quotidien et à l'intérieur, sur 2 pages pleines, le discours du secrétaire général du parti qui remercie les vaillants agriculteurs de nourrir la nation. Ça ne fait pas vendre un seul papier. Quand la Provence fait sa une avec silence au tue, je veux dire, c'est un choc, cette une. Mais ils font 7 points de papier en plus dans la journée. Et ça veut dire qu'il ne faut pas se cacher derrière la réalité. La tragique loi des séries, comme on dit, dans les accidents, ça s'applique aussi au meurtre. Et quand on voit cette conjonction de meurtres qui ne sont pas évidemment coordonnés, mais qui se produisent à un moment ou à un autre, on ne peut pas dire à nos confrères « parlez-nous de la programmation et des transhumances en Provence », alors que le plateau de Canal+ a été fait pour que M. Pietri, ancien flic incorruptible de Marseille, vienne s'expliquer. On ne vous paye pas un billet d'avion pour ça, c'est zéro. En revanche, si le maire de Marseille peut trouver des journalistes qui acceptent bien de vouloir en parler, lui, il paye le voyage, l'hôtel et les repas y afférents. Ça s'appelle du public reportage. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Où on veut une information qui touche au fond, qui va au fond des choses, et je reprends cette fameuse formule de la plume de la plaie, eh bien, c'est un garant de la démocratie aussi. Est-ce qu'on va loin? Est-ce qu'on va pas loin? Ça, c'est un peu notre déontologie. Et je dirais à M. le bâtonnier, à quoi ça sert le club de la presse? Ça sert aussi, un peu comme vous, M. le bâtonnier, à régler les problèmes, à essayer d'avoir de l'éthique, à essayer de tirer les oreilles de l'un ou de l'autre. Si on était club des acteurs, je ne tirerai pas l'oreille à M. Depardieu parce qu'il va s'installer à Bruxelles. Ça, je m'en fous et je hausse les épaules. En revanche, quand il va chercher une mallette d'argent pour dire à M. Kadyrov, le satrape de Tchétchénie, que c'est le plus grand homme d'État après Vladimir Poutine, là, j'aurais envie de lui mettre mon poing sur la gueule. Et c'est toujours de cette façon-là qu'il faut considérer les choses. Ne croyez pas que la presse française a des gens qui tirent les ficelles pour la rendre dramatique. Mais c'est vrai que dans n'importe quelle rédaction de France, quand il se passe quelque chose à Marseille, on dit c'est bon Coco, tu peux y aller. Est-ce que c'est parce qu'on traîne Carbone et Spirito, la collusion entre les politiciens? Est-ce que c'est parce que d'un coup on découvre, mais comme ça au hasard des informations, que le syndicat FO qui a été fabriqué pour faire pièce au syndicat CGT, ce qui fait que c'était un peu les avatars de la guerre froide, que ce syndicat FO fait de la double billetterie dans les musées depuis très longtemps, qu'il y a un de gars qui disparaît, et puis on ne sait pas si c'est un trésor de guerre emporté le syndicat. Si il n'y a pas de journaliste pour essayer de dire ça, c'est-à-dire substituer des analyses à des descriptions, la presse totalitaire, c'est des descriptions, et la presse démocratique, c'est des analyses.